c'est l'épilepsie. Hein, c'est l'épilepsie. Et en tout cas, l'épilepsie, en dehors des djinns et de la sorcellerie, c'est rare. Vraiment, il faut avoir reçu un coup sur la tête qui a fait disjoncter le cerveau pour qu'après ça fasse vraiment des épilepsies, etc. La plupart du temps, c'est les djinns et la sorcellerie qu'il y a derrière. Et j'aurais voulu vous lire ce rapport qui nous est arrivé de Guinée, hein, mais je vous le dis comme ça de tête. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la Guinée est un des pays où la Ruqya s'est installée juste l'année dernière, entre octobre et novembre et décembre. J'ai fait 2 mois, puis en Guinée. Masha'Allah, on a ouvert 8 centres de Ruqya. Et c'est le pays où la Ruqya est le mieux organisée. Et ils ont eu la reconnaissance par le ministère de la Santé. Hein, peut-être que je vais en toucher un mot. Et donc récemment, ils m'ont envoyé qu'ils ont organisé une conférence sur les crises des filles à l'école. Et la Guinée est un pays où il n'y a pas un collège ou un lycée où les filles ne font pas les crises. Les crises collectives. 10, 15, 20, 30 filles dans la cour de réaction qui tombent. Et les djinns parlent, etc. Qui peut encore parler de médecine? Médecine de quoi? Épidémie de crise d'épilepsie. Ça c'est comment? Vous voyez? Non, c'est fini, c'est les djinns. Ça, tout le monde sait que c'est clair que c'est les djinns. Vous voyez? À force de sacrifices, de sorcellerie, etc., les djinns ont abusé des humains. À ce point-là. Et donc, ils ont fait une conférence là-dessus. Et ils ont projeté un film. Et ils ont fait une démonstration. Et pendant qu'ils faisaient le captage en pleine conférence, plusieurs filles qui étaient là sont tombées en transe. Donc, ils les ont ramenées, ils ont capté pour sortir leur djinn, etc., etc. C'était convaincant. Et il y avait 8 journaux qui étaient là, plus une télévision, plus les responsables de l'éducation nationale, responsables de la santé, responsables de je sais pas quoi, responsables de je sais pas quoi, qui étaient tous là. Et puis on leur a dit qu'on va leur confier ce problème des crises de filles à l'école pour régler ça. Il y avait les associations de soutien des femmes qui leur ont dit que non, ils vont les aider, ils vont leur confier ça, etc. Masha'Allah. Ouais. Donc voici un domaine où la Ruqya vraiment a beaucoup son mot à dire, les crises d'épilepsie. Et je passe au domaine psychiatrique. Le domaine psychiatrique, en tout cas en Afrique, ça c'est quasiment, presque à 100% des problèmes de Ruqya. Agir. Presque à 100%. Et une fois, j'ai fait une conférence avec un psychiatre. Lui, il a commencé. Il a exposé les symptômes de ses patients. Que les gens viennent nous voir, voilà les problèmes qu'ils ont, voilà. C'est exactement les mêmes symptômes que nous avons. Ça veut dire que les gens qui vont chez lui, c'est les mêmes gens qui viennent chez nous. Pour les mêmes maladies. Le seul symptôme qu'il n'a pas, c'est les cauchemars. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé, il ne demande pas aux gens qu'est-ce qu'ils rêvent. Hein? Autrement, c'est les mêmes symptômes. C'est les mêmes patients, les mêmes choses qu'il soigne. Lui, il ne sait pas, il n'a pas d'explication de cause. Ça veut dire que la personne est devenue malade. On va chercher, est-ce que sa femme l'a quitté? Est-ce qu'il a perdu son boulot? Est-ce que ses parents l'ont maltraité? Est-ce qu'il a voyagé? Est-ce qu'il a eu une maladie? Est-ce qu'il a un problème d'argent? Est-ce que ceci, cela? Bon, on va établir qu'il y a des problèmes. Et l'autre, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Il n'y a rien qui puisse expliquer ces choses. On a trouvé une explication. Hein, il n'y a aucun lien. Et il n'y a aucun traitement. Comment le guérir? On n'a pas. On a des médicaments. Maintenant, les médicaments psychiatriques, ça agit comment? Ça agit que le cerveau fonctionne avec des échanges chimiques. Vous savez, quand tu es content, eh bien, il y a des molécules qui viennent dans ton sang et qui font que tu es content. Et quand tu es en colère, eh bien, le cerveau va lâcher des molécules qui vont venir dans ton sang, qui font que tu es en colère, etc., etc. Tout ça fonctionne avec la chimie. Et donc, si tu es excité, nerveux, eh bien, on va te faire prendre des médicaments qui vont calmer ton cerveau, qui vont faire qui vont produire des molécules qui sont contre les molécules de la colère, et puis tu ne seras plus en colère. Voilà, on a réglé ton problème.
Toi, tu te mets en colère, on te donne des comprimés anticolères, maintenant tu calmes, tu n'es plus en colère. Tu vois? Tu as des comprimés qui te poussent à faire n'importe quoi, comme ça, qui t'excitent, eh bien, on va te donner des comprimés qui te calment. Et voilà, tu calmes. C'est ça. Donc, mais pour dire qu'on va régler le problème du cerveau, pourquoi le cerveau il t'envoie des trucs de colère alors qu'il n'y a pas raison d'être en colère, ça on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, ça on ne sait pas. On voit juste que le cerveau il t'envoie des trucs de colère, et bien tu vas prendre des trucs anticolères, tu vas te calmer. C'est tout. Donc c'est comme ça, les traitements psychiatriques, ça va inhiber le fonctionnement de ton cerveau. Tu vois? Et ce qui fait que le problème, c'est que même quand tu dois être en colère, ben, tu n'es pas en colère. Voilà. Donc tu es calme, machallah. Hein? Tu es calme. Donc et ça, et le psychiatre nous dit que c'est un traitement à vie. Ça veut dire qu'on a des patients, il vient fou. Il vient fou, il casse tout. On lui donne les médicaments, il se calme. Il prend les médicaments, il prend pendant 20 ans, il est calme. Après 20 ans, on dit, ben, c'est bon, maintenant on va enlever le médicament. Pouf, il revient comme le premier jour. Subhanallah. Donc il dit qu'en vérité, c'est des traitements à vie. C'est des traitements à vie. Tu vois? Et il m'a montré, il avait un classeur de leurs résultats. Et par exemple, il y a un gars qui est enchaîné et qui est habillé avec un short et des sales et des choses. Tu vois, et maintenant, ils lui ont rasé la tête, ils lui ont rasé la barbe, ils l'ont bien habillé. Et puis voilà, il est présentable. Je dis, mais ça, c'est que l'emballage. Il dit, mais vous avez seulement changé l'emballage. Mais la maladie de la personne, c'est la même. Je dis, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien que maintenant, il est mieux emballé. Tu vois? Il est plus présentable. Je dis, oui, ben, c'est mieux. Mais la maladie est toujours la même. Il dit, ben oui, mais au moins, c'est mieux. Au lieu qu'il soit comme ça, attaché quelque part, et qu'il vive dans la saleté, ben voilà, maintenant, on s'occupe de lui. Et puis, voilà, il vit mieux. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire combien d'années de médecine, et après la médecine, on fait la spécialité encore en psychiatrie, et on vous paye tout cet argent pour avoir des asiles psychiatriques, et c'est tout, c'est pour l'emballage. Ça, vraiment, il n'y a pas besoin de faire tous ces cours de médecine pour faire ça. Vraiment, si vous nous donnez l'argent à nous, et Inch'Allah, nous, on va pouvoir les guérir bien comme il faut, et puis il va aller travailler et faire sa vie, hein, au lieu de rester comme ça dans un autre emballage. Donc, alors, le problème psychiatrique, c'est quasiment uniquement en Afrique un problème de djinn de sorcellerie. Alors, le lien entre la médecine, j'ai pas tout fini. J'ai pas tout fini. Est-ce qu'il y a autre chose d'important que je vais dire sur les maladies? Bon, il y a des maladies, il y a plusieurs maladies plus rares, hein. En tout cas, la sorcellerie peut créer n'importe quelle maladie. Par exemple, le cancer. Voilà, je vais parler du cancer. Effectivement, on peut faire la sorcellerie à quelqu'un, ça va provoquer un cancer. Alors, vous savez, le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui se multiplient, qui n'arrêtent plus de se multiplier. Maintenant, dans le corps, les cellules se multiplient, c'est normal. D'accord? Les cellules se multiplient, c'est normal. Si tu grossis ou il y a des cellules qui meurent, la peau qui change chaque fois, les poils, etc. Donc, les cellules se multiplient. C'est quelque chose de normal. Sauf les cellules nerveuses, arrivé à l'âge de 3-4 ans, les cellules nerveuses ne se multiplient plus. Hein? Donc, les neurones, ça n'en rajoute plus. Par contre, ce qui augmente chez les neurones, et vraiment, moi je vous dis ça, pour moi, alhamdoulilah, c'est des évidences parce que j'ai appris ça depuis que je suis petit, et puis l'école c'est resté. C'est vraiment dommage de ne pas comprendre ça. Ce qui augmente dans le cerveau, c'est les liens entre les neurones. Ça veut dire que tu as ton neurone qui a des liens avec les autres neurones. Tu ne peux pas avoir des nouveaux neurones, mais les mêmes neurones peuvent avoir des nouveaux liens avec les autres neurones. Et c'est ce qui te permet d'apprendre. Hein, c'est ce qui te permet d'apprendre des nouveaux trucs. Hein. Et plus tu exerces ton cerveau à apprendre, et bien plus tu peux apprendre facilement. C'est comme les muscles, plus que tu en fais, et bien plus tes muscles grossissent aussi. Masha'Allah. Donc en dehors de ça, toutes les cellules se reproduisent, et c'est ce qui permet, par exemple, si tu es blessé, que ta peau cicatrise, que si ton os est cassé, que ton os se cicatrise, etc. Parce que tu as chaque fois des cellules qui se multiplient. Maintenant, le cancer, dans la multiplication des cellules, il y a un truc qui dit stop, qui saute. Et maintenant, les cellules se multiplient, il n'y a plus de stop. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie sans arrêt. Donc, ça te fait une boule qui grossit,
après ça se met à partir dans les autres endroits, ça se met à se multiplier, ça va te boucher les veines, ça va te faire un tas de problèmes, et puis tu vas mourir. C'est comme un truc qui a foiré, ton corps a foiré, quoi. Ton corps a foiré. Puis ça va pourrir, ça va se multiplier n'importe comment. Hein, vous savez très bien ce que fait la médecine. L'endroit où ça a commencé, on coupe, et tout autour, on va faire chimiothérapie, radiothérapie. Pourquoi? Pour tuer toutes les cellules qui sont autour, pour qu'elles ne se multiplient plus du tout. Toutes les cellules qui sont autour, on va faire que ça ne se multiplie plus du tout. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est comme un fruit qui est pourri. Tu vois? Quand tu as une tomate qui a pourri et tu coupes l'endroit qui est pourri, ben, l'endroit qui est complètement à l'opposé va pourrir. Pourquoi? Parce que toute la tomate est en train de pourrir. Tu vois? Même si tu coupes un coin pourri, ça va pourrir de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, des fois le cancer, tu coupes là, ça ressort de l'autre côté, tu coupes là-bas, ça ressort de l'autre côté, c'est foutu. C'est pourri, pourri. Et puis des fois, non, des fois tu coupes, c'est bon, la personne va vivre encore 10 ans, 20 ans, sans problème. Machallah. Machallah, en tout cas, donc Allah nous aide. Donc qu'est-ce que je disais? La sorcellerie peut provoquer le cancer. Et quand la sorcellerie provoque le cancer, eh bien nous, on peut enlever la sorcellerie. Inch'Allah. Mais quand on enlève la sorcellerie et les djinns, eh bien, c'est pas sûr que le cancer va s'arrêter. Puisque on a enlevé le stop qui arrête les cellules de se multiplier, les cellules sont en train de se multiplier. Quand on enlève la sorcellerie, il se peut que les cellules arrêtent de se multiplier, que tout redevient normal, et il se peut que les cellules n'arrêtent pas, qu'elles continuent. Donc le cancer est là. Même si la sorcellerie a ramené le cancer, de toute façon, on ne sait pas quelle est la cause du cancer. On ne sait pas. On sait juste qu'il y a des facteurs qui augmentent le risque du cancer, comme le fait de fumer, pour le cancer du poumon, comme le fait d'être exposé au soleil, pour le cancer de la peau. Hein. Je ne sais pas si pour le cancer de l'utérus et tout ça, s'il y a des trucs, la pilule ou quoi, qui augmente le risque, je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est tout. Mais dire que telle est la cause, et qu'en évitant cela, on n'aura pas le cancer, ça, on n'a pas. On n'a pas quelque chose comme ça de radical qui dit que voilà comment le cancer vient et pour ne pas l'avoir, voilà comment faire. Il y a un truc radical qu'ils ont trouvé, hein, c'est les femmes à un certain âge, elles se font couper totalement les deux seins pour ne plus avoir de cancer du sein. En tout cas, ça c'est radical. Bon, tu peux te couper aussi les jambes pour ne pas avoir de cancer des jambes, mais tu peux aussi te couper la tête et tu n'auras pas de cancer du tout. Allah ait pitié de nous. Qu'est-ce que je disais? Donc, si on a un patient qui a un cancer, et si nous avons la certitude, même si ce n'est pas la certitude, mais si les djinns disent, etc., on voit qu'on lui a fait la sorcellerie pour qu'il a le cancer, et si on le soigne pour son cancer, on ne va jamais lui dire de laisser les médicaments. D'accord? Bon, c'est à peu près valable pour toutes les maladies. Ah, bon, sauf, machallah, comme je vous ai dit l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit que elle était insomniaque, maintenant elle arrive à dormir. Est-ce qu'elle peut arrêter de prendre des somnifères? Mais bien sûr, puisque tu dors bien, mais tu n'as plus besoin de somnifères. Ça, c'est quand même, on n'a pas besoin du médecin pour ça. Hein. Mais quelque chose qui touche au cancer ou autre chose grave, jamais on va dire à la personne de laisser. Vous voyez? Donc on traite, on espère que la personne va guérir et on lui dit non, nous on ne prend jamais la responsabilité. Tu vas voir ton médecin, tu lui expliques. Et tu fais, en tout cas, nous, on ne va jamais te dire de laisser les médicaments. C'est la même chose pour les cas psychiatriques. Si on nous ramène quelqu'un qui est fou et qui est en train de prendre des médicaments, nous, on ne va pas leur dire de laisser les médicaments. Parce que s'ils laissent les médicaments et qu'ils cassent tout dans la maison, hein, c'est toi qui vas payer un nouveau frigo, une nouvelle télé, c'est toi qui vas faire quoi maintenant? Eh bien non. Eh bien, il continue à prendre les médicaments et s'il se sent mieux, chaque fois il repasse chez son psychiatre, et il dit, voilà, je me sens mieux, je dors bien, je ne vois plus des hallucinations, ça. Et le psychiatre va lui diminuer la dose progressivement jusqu'à ce qu'il lui dise que, monsieur, vous êtes guéri, félicitations. Il dit, ah, merci beaucoup, ah, vraiment, ça a été super génial, votre traitement. Puis c'est tout. Tu vois? Et le moment que le médecin lui dit d'arrêter, ben, il va arrêter. Voilà. Donc ça aussi, il faut qu'on sache quand est-ce qu'on dit à la personne, il faut qu'on sache que on ne dit pas à la personne de laisser le traitement médical. Sauf vraiment dans certains cas où vraiment c'est à côté de la plaque. Voilà, par exemple, ma femme m'a écrit
qu'elle a mal au ventre, et le médecin lui a donné un régime de ne pas manger ça, de ne pas manger ça, de ne pas manger ça. Comme ça ne lui laisse plus grand-chose à manger, et ben elle maigrit, et puis le mal de ventre c'est le même. Je lui dis, écoute, non, c'est la sorcellerie, laisse tomber tout ça. Là, il faut que tu traites la sorcellerie. Et puis, ben, c'est ma femme, je veux prendre la responsabilité quand même. Hein. Mais tout ce régime, tu vois, et puis il y en a des patients qui viennent, on leur a donné des régimes à bracadabrant pour les problèmes de ventre. Et il a toujours le problème de ventre. Il a toujours le problème de ventre. Et je vous ai expliqué. Tout ça, c'est du n'importe quoi. De toute façon, voilà, tu fais ton régime depuis 2 ans. Est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Non. Tu es toujours au même point. Donc, ne te casse plus la tête avec ça. Hein? Qu'est-ce que je disais? Donc, nous ne devons pas, en règle générale, dire à la personne de ne pas prendre son traitement médical parce que si elle a un problème, on ne peut pas assumer les conséquences de ce problème. D'accord? Donc, sauf dans quelques cas où, d'une façon évidente, que ça n'a rien à voir, ce traitement-là, avec cette maladie-là. Qu'est-ce que je veux dire encore? Et il faut qu'on sache aussi quand est-ce que on dit à la personne de prendre un traitement médical. Par exemple, comme le gars là, qui jette le tasbih dans la mosquée, qui vient ici, etc. Mais lui, quelques piqûres quand même pour le calmer, ça ne lui fera pas de mal. Pendant qu'il continue à faire la ruqya. Est-ce que vous voyez? Ça ne lui fera pas de mal. Un peu de calmant pour que il se calme. Ouais, mais malheureusement, là on est parti dîner, on était invité chez les gens, et bien il était là dehors. Il était là dehors avec des gens qui se droguent, avec un gars qui a un pistolet, etc. Tu vois? Donc, comme ça, c'est mal parti hein, pour trouver la guérison. Ah, c'est mal parti pour trouver la guérison. En tout cas, un petit coup de, je sais pas quoi, là, de médicament pour le calmer, ça ne lui fera pas de mal. Bon. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on prescrit, quand est-ce qu'on dit aux gens de prendre quand même un traitement, ou bien des vitamines, ou bien quelque chose comme ça, pour que ça l'aide à s'en sortir. Masha'Allah. Est-ce que j'ai terminé sur l'aspect ruqya médecine? Non. Il y a un autre aspect qu'on fera une autre fois. Ou bien est-ce que je vais terminer ça ce soir? Vous êtes là les filles? Hein, vous tenez bon? Voilà. C'est pour vous, hein, parce que c'est vous qui prenez le plus note et qui êtes le plus assidu. Et je compte sur vous pour la suite, pour transmettre ça, écrire ça sur du propre, et faire ça pour tout le monde, etc. etc. Inch'Allah. Et alors, il y a un autre aspect de la ruqya médecine, c'est l'entraide avec le corps médical. L'entraide avec le corps médical. Et ça, c'est très important. Et ce document que j'ai rédigé, la relation entre la ruqya et la médecine, nous sert de base à cette entraide. Ça veut dire que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une association de médecins musulmans. Et nous sommes allés rencontrer les responsables de cette association pour leur dire que voici telle maladie. Les gens viennent chez nous après avoir épuisé les solutions médicales. Ça veut dire les gens, ils vont chez les médecins, les hôpitaux, ils font tout ce qu'on leur dit de faire. Et quand tu vois que ça ne marche pas, que ça tourne en rond, etc., soit que les médecins leur disent que vraiment, excusez-nous, on n'arrive pas à régler vos problèmes, franchement, allez-y chercher ailleurs. Hein, ou bien qu'eux-mêmes, ils se disent que non, les médecins, ils nous font tourner en rond, finalement, ce qu'ils nous disent, ça ne colle pas. Donc ils vont même chercher, et puis en Afrique, ben, on sait que la mystique, ça existe. Bon, donc ils viennent nous voir, après avoir passé toutes ces années, tout cet argent, et des fois des opérations chirurgicales, etc., sans résultat. Et donc, alhamdoulilah, ils trouvent la guérison. Et pour ça, nous venons voir les médecins, pour leur dire que telle maladie sont des maladies mystiques. Donc, si vous reconnaissez que ces maladies échappent à la logique médicale et que ce genre de patients, vous n'avez pas vraiment de solution pour eux, et bien, prochainement, quand ils viennent vous voir, envoyez-les nous. Quand vous voyez ces symptômes-là. Hein? Et je leur dis, vous pouvez compléter le diagnostic avec les rêves. Ça veut dire, vous voyez que, par exemple, s'il s'agit de stérilité, ça, demande à la femme si elle fait des rêves érotiques, si elle rêve quelqu'un qui la poursuit, si elle rêve de tomber, si elle rêve de serpent, si elle rêve de l'eau, des morts, et tu verras tout de suite que c'est ça. Tout de suite. Ça veut dire que c'est la chose la plus symptomatique, la plus évidente, qui montre que c'est de la sorcellerie. Et des djinns, c'est les cauchemars. Donc tu n'as qu'à lui poser ces questions. Ah, tu dis, madame, vous avez un problème mystique. Il faut aller vous soigner. Et
spirituellement. Soit c'est votre imam, soit c'est votre prêtre, soit c'est votre pasteur, soit c'est votre machin, hein, parce que là, ce n'est plus de la médecine. Donc, on leur dit que... Et puis, les médecins musulmans étaient contents, parce qu'ils ont ces problèmes, et ils n'ont pas de solution musulmane. Donc, soit envoyer les gens chez les pasteurs, soit envoyer les gens chez des marabouts, soit envoyer les gens chez des guérisseurs, des sorciers traditionnels qui sont des féticheurs, etc. En tout cas, ils n'avaient pas de solution. Et en tant que médecin musulman, militant, engagé, DAI, ça leur pose un problème. Et maintenant qu'on leur apporte une solution islamique, efficace et moderne, ça veut dire que voilà, c'est des gens qui ont fait des études, qui parlent, ce n'est pas juste des marabouts comme ça, ils sont contents. Ils ne demandent que ça. Et ils nous ont dit que ce qu'on a écrit sur les maladies mystiques, ils vont donner ça aux spécialistes. Par problème de peau, spécialiste en dermatologie. Problème de stérilité, spécialiste en gynécologie. Problème mental, psychiatrie. Ils vont prendre des médecins de chaque spécialité pour leur montrer ça, pour que chaque médecin dise que c'est vrai ou c'est pas vrai, ou que c'est comme ça ou pas comme ça. Ce que l'analyse que j'ai faite, comme je ne suis pas médecin, et même si j'étais médecin, je ne peux pas couvrir toutes les spécialités, hein, pour que chacun dise, et on va établir un document définitif, et à ce moment-là, ils vont le distribuer à tous les médecins. Pour dire à tous les médecins, voilà, ces maladies-là sont des maladies mystiques. Donc, quand vous recevez, envoyez-les chez les frères. Masha'Allah, malheureusement, cette réunion, il n'y a eu aucune suite. Mais c'est pour vous dire quel genre de relation nous voulons établir avec la médecine. Et nous avons eu une autre réunion, et bien parce qu'en fait, on a lancé ce truc avec les médecins, et nous avons eu un représentant, regardez bien, un représentant du ministère de la Santé qui est venu, qui était un médecin, mais qui est rentré dans l'administration et qui travaille dans le ministère de la Santé. Et il s'occupe du programme de soutien aux tradithérapeutes. Alors, comprenez bien de quoi il s'agit. Hein? Comprenez bien. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui est un organe de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, pour la santé, a décidé qu'il faut intégrer la médecine traditionnelle dans la médecine officielle. Que ce n'est pas normal qu'on paye des médicaments, des laboratoires, des trucs pour la médecine occidentale et qu'on mette de côté toute la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, il y a des sciences, il y a des méthodes qui sont valables et qui marchent et qui donnent des résultats, même si la médecine moderne ne les comprend pas. Il ne les cerne pas. Et il ne faut pas les écarter. Donc, il faut les aider, il faut les intégrer. De quelle façon les intégrer? Alors, et ces méthodes traditionnelles sont toutes les méthodes traditionnelles. Ils ont fait une liste, et dans la liste, il y a exorcistes, et il y a des envoûteurs, ou prières, ou spiritualistes. Voilà, il y a exorcistes, il y a spiritualistes. En tout cas, on est dedans. Et on n'a pas besoin de dire que nous, on utilise des plantes. Non, 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 non. Nous, on guérit les mauvais esprits et la sorcellerie avec la prière. Alors, on dit cache ce qu'on fait. Hein? On n'a pas besoin de se masquer derrière autre chose. Hein? Et donc, comment ils vont les intégrer? Ils vont les intégrer d'abord en les recensant. Donc, tous les gens qui pratiquent la médecine traditionnelle vont se déclarer. Et on va leur donner un numéro et machin, machin. Deuxièmement, on va leur donner une formation. Une formation à deux volets. Un volet administratif de gestion. On va leur apprendre à faire des dossiers pour chaque patient, à rédiger un rapport de leur activité, etc. D'accord? On va leur apprendre à avoir une gestion pour qu'il puisse y avoir un rapport, qu'on puisse savoir, qu'on puisse étudier les dossiers, le suivi, etc., etc. Deuxièmement, on va leur donner une formation à certaines maladies, une formation médicale. Par exemple, une formation sur le diabète et une formation sur le sida, parce que c'est des choses que peut-être ces tradithérapeutes ne maîtrisent pas. Ils n'ont pas reçu ça de leurs ancêtres. Donc il faut qu'ils sachent
certaines choses techniques qui peuvent leur manquer. Vous voyez? Donc, un, on va les recenser. Deux, on va les former. Trois, on va analyser tout ce qu'ils utilisent. S'ils utilisent des plantes, s'ils utilisent des choses, tout ce qu'ils utilisent, on va analyser pour voir que ça ne présente pas de danger ou de contre-indications, comme les femmes enceintes, comme autres et autres. Et on va vérifier leurs résultats. Et ceux qui ont des résultats positifs, on va les officialiser. Ça veut dire on a ici un bonhomme qui soigne les fractures avec quoi? Avec je ne sais pas quoi, avec des plantes. Voilà. Il a des plantes et des bandages, il soigne les fractures. On va vérifier que ce qu'il fait, ça ne présente pas de danger. Et si on voit que c'est efficace, et bien voilà, on va dire, messieurs, dames, ceux qui ont des problèmes de fracture, adressez-vous à ce monsieur. Il soigne très bien. Nous avons vérifié et c'est un bon traitement, allez-y. Et si vous êtes affilié à la Sécu, eh bien, ça va être pris en charge par la Sécu. Voilà. Et ça va nous soulager. Au lieu de venir nous casser la tête à l'hôpital avec vos jambes cassées, allez-y chez le monsieur. Il va vous traiter avec des plantes. Ça va nous réduire les importations de médicaments et la radiographie, machin. Et ça marche. Et la Sécu, on vous rembourse. Voilà. Hein? Etc. Quel que soit le truc que la personne soigne, on va donc l'intégrer. Hein? Et que ce soit aussi, alors vous voyez, regardez cette prise en charge, cette prise en compte de la médecine traditionnelle, nous les raqis. Et les raqis de mon organisation, en toute, pas besoin de dire en toute modestie, mais en tout réalisme. Pourquoi? Parce que les autres raqis, personne n'est organisé comme nous. Personne n'a un mode de formation, des trucs comme nous. Personne. C'est taper dans le tas, aller dans le tas. Personne ne peut présenter vraiment des résultats et dire pourquoi telle maladie, pourquoi tel truc, pourquoi. Non, personne n'est aussi évolué que nous. Nous sommes les plus aptes à profiter de ce système. Vous voyez? Et pour vous dire, on a visité un directeur de CHU, Centre Hospitalier Universitaire, hein, qui était un ancien émir de l'association des élèves étudiants musulmans dans le pays. Donc c'est un militant, un derrière, tout ça. Hein. Et on lui a exposé. Il nous a dit que il va en parler au chef de service musulman. Hein, pour qu'il nous envoie les cas qui relèvent des symptômes qu'on décrit, pour que nous on les traite. Et si les résultats sont bons, ils vont nous ouvrir un service dans l'hôpital. Ouais. Donc, dans l'hôpital, on a un service ruqya. Quand le malade vient pour problème de peau, problème de ventre, problème d'hypnologie, problème de folie, problème de ci, problème de ça, et il va chez le docteur et dit « Ah, monsieur, vous, c'est un problème mystique. Il faut d'abord passer au service ruqya. Quand ils vont vous libérer là-bas, vous repassez nous voir. » Vous voyez? Et nous, on est là à l'hôpital, et on remplit les trucs des gens, et les gens sont remboursés par la Sécu, et tu es là avec ta ruqya, tu lis le Coran à l'hôpital, machallah, et les gens viennent, et les gens guérissent, et les résultats de l'hôpital montent, et les autres disent, mais comment ça se fait que vous avez tous toute guérison? Ah mais oui, nous on a un service ruqya. C'est comme ça qu'on vous a dépassé. Ah, nous aussi on veut un service ruqya pour que les gens guérissent mieux.